1900. Max Planck. Bloc noir, l'état de distribution de l'énergie à l'intérieur d'une cavité, longueur fondamentale qui vaut 10,33 cm. Contains electrons, negatively charged particles that are free to move in the material. And the belief was that that voltage would cause an electric field penetrating the semiconductor, change the number of electrons in the semiconductor, and therefore change the current that flow. The transistor was invented. 4 degrees Kelvin. It was a black body itself. Je ne vois pas la nécessité de ralentir le progrès. Et très probablement, on est aux portes finalement d'une nouvelle révolution copernicienne. Ce monde du début du XXe siècle qui apparaissait plein de gaieté, d'optimisme, de peine et de misère, selon qu'on dirigeait son regard dans telle ou telle direction, qu'est-ce qui allait lui arriver? Le transformer, l'empêcher de se perpétuer, le faire disparaître. Comment évoquer l'histoire sans dire toutes les histoires? Peut-on s'interroger sur ce qui existe de commun aux histoires, présentes, passées ou à venir? Reconnaître ce qui nous domine, ce qui s'impose à tous, puissants ou opprimés? Ce qui obligeait, oblige et obligera les hommes à se battre s'appelle l'évolution. Ce qui indique comment ils devaient, doivent et devront s'y prendre, c'est la technique et le progrès. Ce vers quoi tout cela nous emmène, notre destinée. L'histoire du XXe siècle avait germé dans le secret de ces nouveaux lieux étranges qu'on appelait laboratoires. C'était le produit des nouvelles connaissances issues des cerveaux les plus brillants. Des connaissances qui, en déchiffrant toujours plus précisément les secrets de la nature, transformaient notre rapport au monde. Les laboratoires les mieux pourvus se trouvaient là où une partie des richesses accumulées par les empires dominateurs pouvait être offerte aux chercheurs, même si au début du siècle, il ne s'agissait encore que d'aumônes. La quête des constituants élémentaires de la matière débuta dans l'un de ces laboratoires, là où les garçons de bonne famille venaient compléter leur éducation. Physics wasn't an important thing in those days, you know. Vous savez, à l'époque, la physique n'était pas quelque chose de très important. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Et il y a une autre chose qu'il faut rappeler et qu'on imagine difficilement aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, la recherche n'était pas reconnue dans les universités. La plupart des professeurs au sein des universités, que ce soit en sciences ou ailleurs, ne faisaient pas de recherche. Ils enseignaient. Et ça a été une idée neuve de créer dans ce pays un endroit comme ce laboratoire du Cavendish Lab, avec des gens qui pouvaient faire de la recherche. C'était en quelque sorte un lieu réservé aux fanatiques, à ceux qui voulaient faire absolument de la recherche et étaient prêts à payer pour ça, ou qui avaient des parents qui pouvaient leur offrir cette carrière. Depuis longtemps, l'homme avait recherché de quoi la matière était faite. Au XIXe siècle, les chimistes qui se souciaient moins de la nature physique des corps que de leurs combinaisons avaient supposé que tous les corps étaient formés de quelques entités élémentaires appelées atomes. Ils avaient fait l'hypothèse qu'il existait autant de variétés d'atomes que de corps purs. Mais l'homme était limité par ses sens, et si l'atome existait, il restait hors de portée de l'observation. Pour progresser, il fallait des instruments de précision.
Lorsque, pour saisir la consistance de l'électricité, on put la décharger dans des tubes à vide, inéluctablement tout s'enchaîna très vite. Les cerveaux des expérimentateurs furent assaillis de signes microscopiques toujours plus nombreux qui révélaient que le monde n'était pas continu, mais fait de briques élémentaires. Mais pour que l'atome devienne une réalité, encore fallait-il que l'esprit puisse concevoir dans une vision cohérente tout ce que ses expériences lui indiquaient. Or, la mécanique que les physiciens utilisaient depuis Newton était incapable d'y parvenir. Les théoriciens durent s'atteler à en concevoir une autre, appropriée au monde de l'infiniment petit. L'industriel belge Ernest Solvay s'intéressait de près à ces questions. Solvay était un libéral, un grand humaniste même, d'après ses biographes. Et comme la plupart des humanistes, Solvay se devait d'aimer la science. Pure ou appliquée aux travaux de l'industrie, il la soutenait. Il en faisait l'incarnation de la grandeur de l'homme. Intuitivement, il savait quel était aussi le secret du développement de ses affaires. Solvay entretenait les meilleurs rapports avec la famille royale de Belgique. Solvay soutenait Léopold II, propriétaire du Congo. Solvay était riche. Solvay faisait des affaires au Congo. Solvay pensait être utile aux colonies. Mais dans le Congo de Léopold II, on coupait les mains des sujets désobéissants. Et l'argent de la soude de Solvay, comme celui de la dynamite de Nobel, comme celui du pétrole de Rockefeller, judicieusement placé en bourse à travers des fondations, irriguait la science. Car la science avait besoin de moyens. Et les moyens, pour être efficaces, devaient être puissants. La puissance entraînait la domination. La domination imposait l'oppression. Et donc la science n'existait que chez les oppresseurs. Et plus la science était puissante, et plus elle collaborait à des systèmes oppressifs. C'est pour cela que dans cette histoire, on ne verra guère d'opprimés. En 1911, Solvay décida de convoquer les physiciens dans ce grand hôtel de Bruxelles pour la première d'une série de réunions internationales. Une question qui allait devenir cruciale fut mise à l'ordre du jour. Alors le premier conseil Solvay, comme ceux qui suivent d'ailleurs, c'est la réunion des stars. Ce sont vraiment les personnalités les plus importantes de l'histoire de la physique du XXe siècle, qui ne sont pas nécessairement toutes encore célèbres quand ils participent au conseil Solvay, mais qui le deviendront. Alors, à ce premier conseil, un homme aussi bien informé que Poincaré découvre véritablement l'ampleur du problème qui est posé par le rayonnement du corps noir, le fait que l'ancienne mécanique, la science du XIXe siècle est prise en défaut dans certains domaines. Et donc, en quelque sorte, le Conseil de 1911 marque une étape, l'étape d'ouverture de l'importance de la théorie des quanta. Dans son origine, la science est inséparable de la collection et de l'ordonnancement des expériences que nous réalisons pour survivre et qui permirent à nos ancêtres d'élever l'humanité à la position qu'elle occupe désormais au sein des autres espèces vivant sur Terre. Niels Bohr, qui avait fait cette remarque sur le rôle de la science et sa fonction dans l'évolution de l'homme, s'était surtout illustré en 1913 quand, de manière inattendue, il avait proposé d'utiliser les quantas de Planck pour élaborer une nouvelle conception de la structure de l'atome. Mais avant que la théorie encore bancale du jeune Danois ne puisse être rectifiée, l'humanité, aussi élevée fut-elle, dut faire pour survivre une pénible expérience. La belle entente des physiciens ne put résister aux tensions nationalistes. Les physiciens allemands prirent fait et cause pour le militarisme de leur pays. Einstein rédigea une pétition contre ce mouvement, mais recueillit si peu de signatures qu'il renonça à la publier.
Dans l'Europe dévastée, il se produisit alors une chose extraordinaire qu'on appela révolution, parce qu'on eut soudain le sentiment de pouvoir renverser l'ordre naturel des choses et d'échapper aux forces aveugles qui nous dominent. Profitant de l'affaiblissement des pouvoirs, les peuples opprimés de Russie crurent pouvoir s'inventer un destin d'homme libre. Les révolutionnaires tentèrent de mettre en pratique une doctrine qui, grossièrement, reprenait des analyses critiques que Marx avait formulées lorsqu'il s'était interrogé sur les raisons de l'oppression capitaliste. Mais la conception de l'histoire de Marx était matérialiste. Le progrès, tel qu'il était défini depuis le siècle des Lumières en Occident, restait le but que la collectivité se devait d'atteindre et la science le moyen d'y parvenir. Marx et les idéologues qui s'en inspirèrent crurent pouvoir ajuster les fruits du progrès aux intérêts du plus grand nombre, afin de libérer l'homme des chaînes qui, au début du siècle, continuaient de l'asservir. Mais ces événements lointains ne préoccupaient guère ceux qui avaient des projets plus rationnels pour révolutionner le monde. Cette révolution qui avait dû patienter avait perdu un peu de ses forces. Car si l'Allemagne avait pris soin de préserver ses élites scientifiques, en France, où le pouvoir ne s'était pas encore aperçu à quel point la physique préparait l'avenir, plusieurs promotions de brillants cerveaux avaient été décimées, ce qui coûte à son rang la science française de l'après-guerre. Après la démobilisation, les physiciens qui voulaient rester sur le front de la conquête de nouvelles frontières se rendirent à Munich, Göttingen et Copenhague pour reprendre les travaux sur l'atome quantique à partir de là où Bohr et Sommerfeld les avaient menés. Well, intelligent people must have something to do. Les gens intelligents étaient bien obligés de s'occuper. Avant la Première Guerre mondiale, la plupart des gens brillants faisaient carrière dans l'armée. Quand ensuite l'armée fut réduite à presque rien, ces gens durent trouver d'autres occupations. C'est alors qu'en Allemagne, une grande partie des jeunes s'orienta vers la science, que ce soit la physique, la chimie ou la médecine. Ce qui explique que pendant les années de difficultés économiques, il y eut en Allemagne un grand épanouissement de la science. J'ai commencé ma carrière avec Arnold de Sommerfeld au printemps 1926. Et c'était le meilleur moment pour se lancer dans la physique, parce que la mécanique quantique venait d'être formulée de manière correcte et était facilement utilisable. En 1926, on avait à notre disposition énormément de connaissances expérimentales qui avaient été accumulées pendant les 50 années précédentes. Personne n'avait réussi à comprendre totalement tous ces résultats. Et tout à coup, il y eut une théorie capable de tout expliquer. C'était fascinant. Quand je suis arrivé chez Sommerfeld, toute cette accumulation de connaissances expérimentales nous réservait des années de travail pour la réinterpréter sur les bases de la nouvelle théorie. En 1924,
Le père de la Révolution était mort, cédant la place à celui qui avait été le plus habile pour lui succéder. La Révolution soviétique entrait dans une nouvelle phase qui n'affecta encore que peu l'organisation de la vie scientifique. Le régime se heurtait à la contradiction de devoir faire rentrer dans le rang une classe d'esprit qui, par définition, constituait une élite. En prenant soin de ménager l'idéologie officielle, l'Académie des sciences était parvenue à sauvegarder l'essentiel de ses prérogatives. Cependant, les idées socialistes se propageaient en Europe, éveillaient des consciences, en crispaient d'autres. Et le meilleur rempart contre la contagion communiste fut le fascisme que venait d'inventer Mussolini. Au début de l'année 1927, les physiciens avaient achevé les bases théoriques de la nouvelle mécanique de l'infiniment petit. Les pionniers de la mécanique quantique, ivres de leur nouveau savoir, avaient l'impression de posséder pour la première fois les clés de l'univers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis la fin de la guerre, la nouvelle théorie, la théorie quantique a été construite avec De Broglie et Schrödinger, avec Dirac, avec Heisenberg, Born, Jordan, le groupe de Niels Bohr en quelque sorte. Et cette théorie est construite. Alors, la plupart de ces physiciens se retrouvent en fait à Côme, à un colloque anniversaire de Volta en 1927. Mais Einstein n'y est pas. Il n'a pas voulu se rendre dans l'Italie fasciste, semble-t-il. Einstein n'est pas là. Et donc tout le monde attend le Conseil Solvay de 1927, parce que c'est là que nous allons pouvoir confronter notre théorie, dit Bohr dit ça pratiquement textuellement, avec Einstein, et savoir s'il va se laisser convaincre, si cette fois-ci il va nous appuyer. C'est celui dont on a besoin de l'adhésion. Cette confrontation donna lieu à l'un des plus profonds débats de l'histoire de la science. Il ne fut jamais totalement clos. Ce que proposaient Bohr et ses disciples n'était pas moins qu'un renoncement au fondement de la philosophie de la connaissance solidement établie depuis Kant. Les états de la matière qu'on avait l'habitude de définir avec précision n'existaient plus en dehors de leur observation. Mais l'observation les perturbait. La réalité devenait insaisissable. Le monde à l'échelle microscopique, celui sur lequel tout reposait, échappait à la certitude et devenait probabiliste. Le principe de causalité qui spécifiait qu'un effet suit la cause était remis en question. C'en était trop pour Einstein. Ce que les esprits attentifs pouvaient aussi distinguer, c'était que les vocations des physiciens et des philosophes divergeaient radicalement. Les premiers allaient de l'avant à la recherche d'une théorie rationnelle, les autres recherchaient une explication sensible du monde. Peut-être était-ce la raison profonde pour laquelle Einstein ne se satisfit jamais de ce nouvel outil théorique. Quoi qu'il en fût, les physiciens en quête de l'élémentaire profitèrent rapidement de la puissance de la nouvelle mécanique quantique. En Europe, en Amérique, en URSS, les cerveaux brillants poursuivaient des recherches similaires. Illustres ou anonymes parvenaient à des résultats très voisins. La quête de l'élémentaire semblait moins l'affaire de tel ou tel individu que celle d'un projet qui se déroulait presque automatiquement là où l'intelligence pouvait s'y employer. La jeune Union des républiques soviétiques, consciente de la valeur des savants, faisait d'importants efforts pour retenir ces nomades du savoir, parfois contre leur gré. Piotr Kapitsa, fils d'un général du Tsar, était un des grands physiciens russes. Il avait complété ses études en Angleterre au Cavendish Lab, où il était devenu professeur en 1930. En 1934, lors d'un séjour en URSS, l'État qui s'était incroyablement durci et contrôlait de plus en plus sévèrement la circulation des individus
lui offrit un institut et lui proposa avec insistance la direction de la physique soviétique. Même là où on encadrait la liberté de penser, la recherche de la vérité scientifique était nécessaire et pouvait d'ailleurs très bien se développer. Bien structurée, la physique soviétique avait produit des chercheurs très brillants. Certains mirent leur talent au service des idées révolutionnaires qui, à l'Ouest, agitaient les laboratoires. Georges Gamow profita d'une bourse de la Fondation Rockefeller pour passer une année à Cambridge, dans le laboratoire de Rutherford. Sur une de ces idées, les physiciens du Cavendish Lab réalisèrent un dispositif qui permit d'accélérer les particules pour les propulser sur le noyau de l'atome et ainsi sonder les profondeurs de la matière. It became clear that to extend our knowledge, a more copious supply of bombarding particles of different kinds was necessary. Charged atoms of various sorts can be produced in vast numbers by the electric discharge through gases, and then accelerated by the use of high voltages. In this way, we have been able to obtain for our experiments in transmutation intense beams of protons and alpha particles. La quête de l'élémentaire s'insinua jusqu'au cœur des noyaux atomiques et prit le nom de physique nucléaire. Cette discipline ne nécessitait plus seulement une ingéniosité technique, il fallait aussi savoir trouver beaucoup d'argent. Les scientifiques durent se faire entrepreneurs. Le meilleur d'entre eux était américain. Il s'appelait Ernest Lawrence. Si dans le nouveau monde bouillonnant, les idées théoriques étaient encore peu développées, les expérimentateurs, au contraire, commençaient à exceller. La récession qui frappait l'Amérique au début des années 30 affecta assez peu le développement de la physique. Elle eut même l'avantage de permettre à Lawrence de recruter à bon compte les physiciens dont il avait besoin pour poursuivre ses projets. À Berkeley, au nord de la baie de San Francisco, Lawrence réalisa pendant toute cette décennie la construction de machines toujours plus puissantes. Les industriels et financiers à qui il avait exposé l'intérêt de ces machines pour le traitement des tumeurs cancéreuses furent conquis par l'esprit persuasif du physicien. La physique nucléaire commençait à son tour à offrir aux hommes des retombées qu'aucun esprit bienveillant ne pouvait renier. D'autres applications allaient bientôt entraîner une spectaculaire augmentation des crédits de recherche. Ce que les gens voulaient faire en laboratoire, c'était provoquer artificiellement des réactions nucléaires. C'était le rêve de Rutherford. Pour cela, il fallait être capable de rapprocher les noyaux atomiques, ce qui exige de surmonter la répulsion électrostatique. Il fallait des énergies très élevées, de plusieurs millions d'électronvolts pour y parvenir. En Europe, des équipes avaient suggéré d'utiliser l'accélération électrostatique, mais il y avait des limites au niveau d'énergie qu'ils pouvaient atteindre. À partir des travaux que Ridgeau avait réalisés en Europe, Lawrence proposa l'idée du cyclotron, un appareil combinant les champs électriques et magnétiques. Grâce à ce dispositif, on pouvait accélérer à de hautes énergies pratiquement toutes les particules voulues, ce qui a permis de produire en laboratoire les réactions nucléaires. Lawrence conçut d'abord un cyclotron de 10 cm de diamètre, puis développa des machines de plus en plus grandes qui permirent d'obtenir des énergies toujours plus élevées. Le niveau d'énergie recherché dans un cyclotron détermine la taille de l'aimant dont vous avez besoin. Plus l'énergie augmente, plus la taille de l'aimant est importante. L'accélérateur de 10 cm ne nécessite qu'un tout petit aimant, mais pour celui de 4,60 m, on a besoin d'un aimant énorme. Tout ceci ne peut plus être construit par une seule personne, ou même par quelques personnes. Il faut des équipes d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers, pour fabriquer l'acier, le béton de cet énorme accélérateur. Et l'une des principales contributions de Lawrence à la science a été son idée d'une Big Science, qui mobilisait d'importantes équipes composées d'une grande variété de talents, travaillant ensemble sur un projet.
Le laboratoire a été très impliqué dans la production de la bombe atomique à plusieurs niveaux. Des fonds furent alloués par le projet Manhattan à Lawrence pour utiliser cet accélérateur, afin de tester la séparation électromagnétique de l'uranium-235 et de l'uranium-238. Lawrence a pu démontrer la faisabilité de cette technique. Et à partir de là, une série de cyclotrons, appelés calutrons, a été construite au laboratoire national de Oak Ridge dans le Tennessee. C'est là que l'uranium-235, finalement utilisé pour la bombe d'Hiroshima, a été fabriqué. Well, I talked to the president. I told him that we're all now agreed that the job can be done. And he says the only thing to do is to go ahead full speed. Well, that means a real all-out effort? That's what it means. In that case, there's nothing to do but expand the committee, bring in some more people, and reorganize the work and really get going. Yes, Professor Fermi will be very glad to explain to your people just what the military possibilities of this uranium fission may prove to be. Après la guerre, les scénaristes de March of Time écrivirent avec le concours des spécialistes atomiques le scénario d'un film peu ordinaire dans lequel figuraient toutes les vedettes de la physique nucléaire. Oppenheimer, Lawrence, Fermi, Joliot, Rabi, Conant, Bush, Szilard tenaient les rôles principaux de cette comédie. Einstein avait accepté d'y faire une courte apparition. Grâce au cinéma, le monde entier apprenait ce que les physiciens et ceux qui désormais les employaient avaient achevé un an plus tôt. 2 minutes to go. Minus 30 seconds. Automatic control has got it. This time around, stakes are kind of high. It's going to work all right, Robert. And I'm sure we'll never be sorry for it. But we'll know in 40 seconds. Minus 20 seconds. Minus 10 seconds. Minus 5 seconds. Now! Les images d'Atomic Power, à l'exception de celles de l'explosion de la bombe, furent tournées durant l'été 1946. On les vit avant celles tournées à Hiroshima un an plus tôt. Et les retombées furent excellentes. Le budget du laboratoire augmenta considérablement après la guerre. C'était en partie lié à l'inquiétude croissante engendrée par la guerre froide. Lawrence avait convaincu Groves et les autres membres du projet Manhattan d'apporter les fonds pour achever la construction du cyclotron de 5,40 mètres. Il y avait une compétition entre les États-Unis et l'URSS pour développer des armes nucléaires, pour former des scientifiques nucléaires et des physiciens des hautes énergies. Le laboratoire de Berkeley fut l'un des premiers labos aux États-Unis où cela fut fait. Et c'est pourquoi beaucoup d'argent y fut investi par le gouvernement fédéral. It's perfectly obvious to the rest of the world, and it ought to be to us, that America has staggeringly outproduced every other nation on earth. Our 130 million people have produced many of the winning instruments of war for Great Britain, Russia, China, as well as for ourselves. It's obvious to the rest of the world, and it ought to be to us, that this is because of the enormous initiative and inventive genius which springs from the very heart of our system. Ours is a system that rewards achievement, in which men can create and build with the full knowledge that they and their families will benefit, as well as society as a whole.
Ours has been a system whereby labor is free to work, to organize, and to share in the limit of its productive capacity in the good things of life, which are produced by everybody. The very heart of that system is the classic liberal concept that every man is his own master and that government exists to keep men free, to keep men free, to keep men free, to keep men free, to keep. Pendant la guerre, la résistance des communistes avait été la principale force à s'opposer au pouvoir nazi. À l'Est, l'URSS était venue à bout de l'armée allemande. Elle imposait une envahissante présence qui menaçait, outre la liberté de l'Occident, les intérêts américains en Europe. L'Amérique n'appréciait les dictatures que lorsqu'elles favorisaient les progrès de son économie. Après-guerre, sûre de ses valeurs, sûre de son bon droit, elle s'en prit aux communistes. Non pour dénoncer les crimes de Staline dont elle n'avait cure, mais pour rassembler les énergies et renforcer sa puissance. Comme la recherche scientifique, le pouvoir se nourrissait de la lutte des hommes. Installée dans l'opulence, la communauté des physiciens ne pouvait renoncer aux positions auxquelles elle était parvenue. Il était utile de montrer que le monde était menacé, que l'URSS avait l'intention d'étendre le communisme à toute la planète, que l'Amérique était le garant de la liberté. On inventa donc la guerre froide. My name is Colonel John Morton. I'm one of the officers associated with the North American Air Defense Command. I want to tell you something about this complex new defense system we call SAGE. How it came into being, what it is, and why the Air Force feels it's vital to our defense. With the advent of supersonic jet aircraft, it became apparent that the manual air defense system, so long in use against the threat from slower planes, could no longer provide adequate protection. The vast network of radars constantly pouring information into the manual control centers would need mechanical help if the threat from mass raids was to be met. To develop such a machine, the Air Force called in the Massachusetts Institute of Technology, where mathematicians, physicists, and other scientists set to work on the task. Pour la plupart, les physiciens étaient désormais directement ou indirectement rémunérés par l'armée. Pour poursuivre leurs recherches, certains durent accomplir une formalité. L'État de Californie avait institué le serment de loyauté que les employés devaient signer. Cela a entraîné le départ de plusieurs personnalités de premier plan. Je l'ai signé comme d'ailleurs tous ceux qui étaient restés au laboratoire. Sur le moment, ça ne m'a pas paru quelque chose de très grave. Après tout, pendant la guerre, ici même à Berkeley et ensuite à Los Alamos, nous étions soumis à de très importants contrôles de sécurité. Du coup, un papier de plus à signer stipulant que vous n'étiez pas communiste, ça ne me semblait pas quelque chose de très important. Ce n'est qu'après qu'on a réalisé combien ça avait vraiment affecté la vie du laboratoire et de l'université. Holding in my hand a microfilm of very highly confidential, secret State Department documents. These documents were fed out of the State Department over 10 years ago by communists who were employees of that department.
and who were interested in seeing if these documents were sent to the Soviet Union. La chasse aux sorcières fut fatale à la carrière du père de la bombe américaine. Robert Julius Oppenheimer, qui passa sa vie à se composer un rôle de génie tourmenté, prit publiquement des positions ambiguës sur le développement des armes nucléaires. Accusé de sympathie communiste, Oppenheimer, qui avait en 1948 été nommé à la tête de la commission de l'énergie atomique, fut évincé de ses fonctions. La Maison-Blanche était moins pointilleuse sur le passé du savant nazi von Braun qu'elle recevait en grande pompe. Ce réseau obscur qu'on appelle pouvoir, parce qu'un complexe trafic d'influence permet d'y échanger tout ce qui est nécessaire pour dominer, avait intégré les physiciens dans ses relations. Et les physiciens aux facultés magiques proliférèrent. Par milliers, ils s'engagèrent dans les nouvelles carrières qui leur tendaient les bras. Certains devinrent les experts auprès des institutions gouvernementales, notamment les nouvelles agences de l'énergie atomique. Bon nombre optèrent pour l'industrie, d'autres poursuivirent la quête de l'élémentaire. Sans doute, ils n'avaient pas prémédité leur ascension sociale. La curiosité des hommes, leur esprit fécond, leur vanité, leurs bonnes intentions n'avaient peut-être fait que se conjuguer pour s'intégrer dans un dessein plus vaste qui dépassait leur clairvoyance. À l'Académie royale des sciences d'Amsterdam, le Conseil européen pour la physique nucléaire a fixé le siège du futur Centre international de recherche atomique. Le conseiller d'État genevois Picot, le prix Nobel danois Niels Bohr, le haut-commissaire français à l'énergie atomique Perrin, l'atomiste italien Colonetti, le célèbre prix Nobel allemand Heisenberg et, au nom de l'UNESCO, le professeur Auger ont pris part aux délibérations. Les délégués ont porté leur choix sur Genève, à la grande satisfaction du président, le professeur Scherer de Zurich. Nous croyons indispensable de réaliser une grande machine qui constituerait le centre autour duquel la recherche aurait lieu. Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. Pour se remettre des déchirures de la guerre, tenter de conserver ses cerveaux et même les faire revenir d'Amérique, on construisit donc le Centre européen de recherche nucléaire. Le vieux continent commençait à ne plus être un simple amas de nations qui se déchiraient entre elles. L'Europe regroupait les forces qui lui permettraient à nouveau de rivaliser avec les deux grandes puissances qui l'entouraient. La science de l'après-guerre eut ses lieux de culte. Ce furent ces gigantesques accélérateurs de particules que construisaient les grandes nations en imaginant confusément qu'il en sortirait une nouvelle force. Les physiciens n'avaient rien dit pour dissiper cette arrière-pensée, et la quête de l'élémentaire se poursuivit pendant 50 ans grâce à ce non-dit. Côté américain, le laboratoire de Berkeley fut bientôt dépassé en puissance par le Fermilab, qui pendant des décennies mena avec le CERN la course aux nouvelles particules. La direction du laboratoire avait été confiée au sympathique Léon Lederman. Journée tranquille. Issu d'un milieu modeste, Lederman avait profité des circonstances favorables de l'après-guerre pour poursuivre des études supérieures. Devenu l'un des plus brillants physiciens américains, il avait consacré beaucoup de son énergie aux jeunes défavorisés des banlieues de Chicago. Pédagogue hors pair, Lederman maîtrisait parfaitement les rouages scientifiques et financiers de ses laboratoires. Nos gouvernants ont pensé qu'une science forte était cruciale pour gagner la guerre froide. Il ne s'agissait pas nécessairement de faire de la science liée à l'armement, mais d'une science de haut niveau d'un point de vue général.
Il y avait une certaine logique là-dedans. Une nation qui possède une science forte est une nation puissante. Elle est puissante militairement, puissante économiquement, socialement, culturellement. Tout cela participe à la puissance. C'était la théorie. Et il y avait certainement du vrai dans cette idée que les nations scientifiquement puissantes possèdent un pouvoir d'un nouveau type, qui s'ajoute au pouvoir militaire, qui aujourd'hui compte de moins en moins dans le monde. Les nouveaux promus étaient attirés par ces lieux où la science recueillait les plus gros moyens, les plus hauts statuts, la plus grande reconnaissance. Ils participèrent naturellement au renforcement d'une discipline dont les buts s'obscurcissaient. Dans ces laboratoires où l'on espérait trouver les composants ultimes de la matière, les physiciens détectaient sans cesse de nouvelles particules. La quête de l'élémentaire semblait ne jamais devoir s'achever. Je travaille au bureau technique au CERN. Ja sam Jugoslaven, fizičar. Ich bin Schweizerin. Fizika am Proton, Synchrotron. Είμαι και δουλεύω ιστογραφία ανταμφωτιμίας. Hi. Do you like that I explain EUG-2 experiment? Sure. Okay, let's come inside. I'll show you the black body. It's very easy, really. Yeah. Can you explain about how we detect the electron coming from it? Yeah, of course. What happens is this. The muon, when it turns around, fires an electron, like a cowboy firing his gun. Bang, bang. And in fact, it looked Tout s'est passé comme si avec toutes ces particules que nous détections dans les accélérateurs et auxquelles on donnait le nom des lettres de l'alphabet grec, on ne faisait que produire un énorme nombre de thésards. Parce que chaque étudiant diplômé arrivait au laboratoire avec ses détecteurs et trouvait une nouvelle particule, passait par la case départ et empochait ses $200. C'était une véritable partie de Monopoly. Chaque chercheur trouvait une nouvelle particule et on avait toujours plus de particules. Les choses, au lieu de se simplifier, devenaient au contraire de plus en plus compliquées, jusqu'à ce qu'intervienne l'hypothèse de Gell-Mann et de Zweig, qui supposait que toutes ces particules grecques étaient en fait elles-mêmes composées de quelques briques élémentaires. On a donc élaboré le modèle standard, qui rend compte de toute la matière connue de l'univers. Il contient 6 quarks, up and down, charme et étrangeté, top et beauté, et 6 leptons. L'électron et l'électron neutrino, le muon et le muon neutrino, le tau et le tau neutrino. Pour achever ce tableau, nous avions besoin de connaître le comportement de groupe de ces quarks. C'est ce que nous appelons les forces de la nature. Comment elles interagissent. Si les révolutionnaires qui, à l'ouest comme à l'est, avaient entrepris de changer le monde, étaient devenus des pièces essentielles du système social et de son évolution, il était difficile d'affirmer que ce qu'ils avaient promis s'était accompli. Certes, l'humanité avait beaucoup progressé, et une partie d'entre elles disposait de pouvoirs presque magiques. Mais dans son ensemble, elle n'était toujours pas une communauté d'hommes libres et égaux. La validation du modèle que les théoriciens de l'élémentaire avaient fini par concevoir pour se représenter le monde, ses composants, ses forces, exigeait de nouvelles expériences. Car il manquait encore une pièce pour que tout soit parfait. Dans ce modèle standard du monde, la masse des objets n'avait pas de raison d'être. Une particule hypothétique, le boson de Higgs, était supposée l'expliquer. Lederman avait rêvé de la débusquer. Mais il fallait une nouvelle machine, encore plus puissante, encore plus grosse, encore plus chère pour y parvenir. Pour justifier des colossaux budgets, on disait qu'on allait enfin comprendre comment l'univers était né et comment il avait vécu, et que la physique serait ainsi achevée. La conquête ne laissait plus le loisir de la contemplation. Seule la première place comptait. La physique des particules n'était plus tant une philosophie de la nature qu'une stratégie de la réussite. Même s'ils conservaient des finalités théoriques, les accélérateurs étaient devenus des machines à fabriquer les prix Nobel, des tremplins vers le pouvoir.
la nomenclatura avait délaissé les aspirations des pionniers révolutionnaires. L'appareil, de plus en plus lourd et déconnecté des préoccupations quotidiennes, ne paraissait pas devoir être remis en question. La volonté de celui qui voulait épuiser les soviétiques dans une escalade technologique insensée permit à Lederman de croire à son rêve. Quelques-uns d'entre nous, en 1980 ou 81, à partir de vieux crédits disponibles, ont commencé à imaginer une machine censée détecter le boson de Higgs. C'est devenu le superconducteur supercollisionneur, le SSC. Donc nous avons conçu cette machine de 40 millions de milliards d'électronvolts. Nous devions nous convaincre que c'était un projet réaliste. Il fallait pouvoir le vendre au gouvernement, le vendre au président, et ensuite que le président parvienne à le vendre au Congrès. C'est la façon de procéder aux États-Unis. Et donc, tout cela fut fait. De façon assez curieuse, je pense que même le président Reagan, qui a pourtant doublé le budget militaire pour se débarrasser de l'empire du mal, quand il a pris cette décision concernant le SSC, il savait que ce n'était plus ça qui donnerait au pays davantage de puissance. Mais ses propos, quand il approuva le projet, montraient qu'il s'y intéressait simplement parce qu'il s'agissait d'une nouvelle aventure audacieuse. Donc à la fin des années 80 ou au début des années 90, je ne me souviens plus très bien, nous avons lancé la recherche d'un site pour construire cette machine, de la même façon que nous l'avions fait pour le Fermilab, à la différence que tous les États de l'Union furent cette fois concernés par le projet. L'État sélectionné fut le Texas, et l'endroit s'appelait Waxahachie. C'est devenu le site de la nouvelle machine. Les gens vinrent s'y installer et on a commencé la construction. Et quand l'accélérateur fut construit à 20%, le Congrès changea d'avis et annula le projet. Pendant ce temps, les Européens, pour finir cette longue histoire en revenant aux Européens, se sont servis d'un tunnel qui existait déjà à Genève. À mesure que la science avait transformé le siècle, la nature des pouvoirs dominants s'était elle aussi transformée. Les nations furent affaiblies par leur impuissance à contrôler la circulation de l'information, des données, des standards, des marchandises, des images, des flux monétaires. La nature du régime soviétique n'était pas adaptée aux exigences de l'évolution technologique. Trop rigide, trop lourde, trop centralisée, trop sclérosée, l'URSS s'effondra. On finit par s'apercevoir que si l'électron, le photon et le noyau de l'atome avaient été les instruments stratégiques des puissants, si c'était par eux qu'au XXe siècle s'était accomplie la révolution du monde, les quarks, leptons, gluons, bosons, eux, ne servaient à rien pour renforcer le pouvoir. Les laboratoires gigantesques où s'était poursuivie la quête de l'élémentaire étaient devenus des dinosaures de la science. La puissance nécessaire aux nouvelles formes de domination ne se développait pas ici. Les ultimes expériences du siècle révélèrent deux grandes surprises. Au CERN, sous la frontière franco-suisse, les hommes avaient fini par entreapercevoir le boson de Higgs. Comme s'il avait été dépendant d'un tuteur moribond, le socialisme, suite à l'effondrement de l'URSS, s'était écroulé.
ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੋਗਣ ਹਾਰਾਂ ਵਸਦੀ ਚੋਕ ਸਮਝ ਕੇ